Beaucoup d'entreprises que j'ai vues, internationales, lancent un pays parce que le concurrent y est. Et pour moi, c'est pas suffisant comme analyse. C'est pas parce qu'un concurrent y est qu'il faut y aller. Parce que potentiellement, ce concurrent-là, il n'a pas la même cible exactement. Allez pas analyser le marché dans son ensemble. Voyez, allez étudier vos cibles. Et donc ces cibles-là, sont-elles bien représentées dans ce pays-là, tel que l'Allemagne? Oui ou non? Et surtout, potentiellement, sur quel segment est-ce qu'on doit attaquer ce marché? Il faut empower les gens, il faut les rendre champions. Donc l'objectif, c'est pas de vendre, c'est de construire des vendeurs. Donc on est dans une autre démarche. Le paradigme n'est pas le même que dans un territoire qui est domestique. Il faut casser le paradigme de la vente directe et il faut surtout aller raconter des histoires. Tout le monde se transforme en raconteur d'histoires. Tout le monde qui va chercher les business devient un storyteller, quelque part, et on est tous des commerciaux puissance 10. Donc l'attitude est très importante, attitude ouverte, humilité et surtout être dans la pédagogie. Bien expliquer ce que vous faites et comment vous le faites et comment vous le faites différemment de la concurrence. Donc si on n'arrive pas à trouver quelqu'un sur place qui peut représenter notre marque, mais par contre on a déjà des très bons champions qui ont l'ouverture et même la compréhension culturelle pour déjà lancer, signer les premiers wins, faisons-le. Ce qui n'empêche qu'à moyen terme, lorsqu'on aura 5-10 belles références, il faudra qu'on ait un country manager en local et idéalement un natif. Bienvenue dans Alliance, nouvel épisode aujourd'hui. Si vous voulez réussir votre go-to-market en Europe et en Moyen-Orient, si vous voulez comprendre comment les partenariats peuvent jouer un rôle crucial là-dedans, eh ben on va partir pour une belle aventure puisque c'est le thème du jour. Et pour ce faire, j'ai un acteur qui connaît très très bien le sujet, en l'occurrence Thomas Dussara. Thomas, je suis ravi de te recevoir. Sois le bienvenu dans Alliance. Merci Maxime, avec plaisir. Et écoute, pour commencer, comme toujours, je te propose de te présenter Thomas. Super, écoute Maxime, aujourd'hui je suis venu parler avec toi de l'exploration des territoires au niveau international. Donc pour les boîtes françaises qui souhaitent pouvoir aller chercher une expansion en Europe, mais également pour des groupes internationaux, des boîtes américaines avec lesquelles on a l'habitude de travailler, mais également des groupes, d'Asie, qui cherchent justement à pouvoir aller chercher de la part de marché en Europe, aller travailler avec des grands comptes ici. Donc il y a des bonnes pratiques et surtout des pièges à éviter. Et effectivement, j'ai eu la chance depuis une vingtaine d'années de bosser pour différentes boîtes, dans des rôles différents, dans les équipes go-to-market, mais également sur la partie partenariat. Et je pense que c'est intéressant de pouvoir partager quelques retours avec toi aujourd'hui. Écoute, parle-moi de toi un peu plus sur tes expériences, parce que je pense que c'est intéressant que l'audience te connaisse un peu plus avec tout ce que tu as fait. Eh bien, en ce qui me concerne, j'ai démarré ma carrière, avec un stage de fin d'études à Washington, où j'ai travaillé dans une boîte de conseil. Il arrive fréquemment que les professionnels passent par une phase de conseil, mais plutôt, sur la moitié ou la fin de la carrière. Eh bien, moi, c'est l'inverse. J'ai eu l'opportunité de travailler dans une boîte de conseil à Washington, D.C. Et en fait, cette boîte, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle aidait les boîtes internationales à aller chercher des partenaires commerciaux aux États-Unis. Donc, on les aidait à rentrer sur le territoire américain. Donc, on travaillait pour des chambres de commerce, par exemple, des chambres de commerce de France, d'Italie. Et on les aidait justement à trouver des partenaires, à les accompagner sur des foires commerciales, etc. On faisait des études de marché pour eux également. Et au-delà de ça, on allait les accompagner physiquement lors de ces événements pour le delivery. Donc super bonne expérience, j'ai pu toucher à différents types de partenariats plus ou moins stratégiques, faire partie d'une équipe de projet où on travaillait avec nos clients, on faisait les étapes de suivi et voire des fois on arrivait à livrer un premier projet et on avait eu le temps de construire un nouveau projet avec eux, étant donné qu'on avait fait un travail de qualité. À partir de là, j'ai bossé pour environ 5 éditeurs français internationaux, certains pour lesquels j'ai occupé initialement un rôle France et ensuite où j'ai pu aller aider à aller accompagner sur d'autres pays tels que les UK, le Benelux et plus récemment dans la dernière boîte où j'ai bossé, une boîte française. Super challenge pour moi, aller développer toute l'Europe du Sud. Okay. C'était pour qui ? C'était pour un éditeur qui s'appelle Dataiku, donc dans le domaine de data analytics, data science, tout ce qui est machine learning, analyse prédictive sur les données de l'entreprise,
sur plein de cas d'usage, tous segments confondus. Et là, super intéressant ce challenge dans la mesure où j'ai pu mettre en exergue mes compétences linguistiques. Donc depuis, on va dire, toujours j'entretiens cette compétence-là, Tu qui est parles, assez rare en France. ouais, tu parles quoi, 3-4 langues? Je parle couramment 3 langues, anglais, français, espagnol, et l'italien est en B2. D'ailleurs, j'étais parti faire un stage en début d'année à Bologne, en Italie, pour l'améliorer. Mais je veux dire, voilà, ça fait partie d'une démarche qui est celle d'être autodidacte, proactif, et surtout en développement non-stop, en mode agile. Toujours essayer de s'adapter, s'ouvrir à d'autres cultures, parce que se développer en Europe, c'est pas comme aux États-Unis. Il y a 1000 marchés, différentes langues, et au-delà des langues, une très grande diversité Mhm. au sein d'un même pays. Donc le challenge est extrêmement complexe, il faut choisir ses batailles. Ouais. Bah, on va y venir dans quelques instants. Juste pour terminer là sur toi, tu as lancé Mhm. Viva GTM là, il y a peu de temps. Est-ce que Absolument, tu peux oui. m'en parler? Tout à fait. Viva GTM, en fait, c'est une boîte, on va dire, une boîte de consulting multilingue. Et le principe de Viva GTM, c'est de pouvoir accompagner les entreprises sur toutes leurs problématiques de go-to-market France et international. Aujourd'hui, par exemple, on a des boîtes de soft qui ont leur direction donc, avec la direction sales, direction marketing, direction avant-vente, etc. Tous ces modules indispensables pour pouvoir faire tourner une boîte de soft. Ceci dit, beaucoup de fois, ils se retrouvent à quelque part flancher un petit peu sur la partie go-to-market parce qu'ils ont des partenaires qui sont inactifs, où ils ont, on va dire, un désalignement entre les différents départements. Les organisations sont encore beaucoup trop silotées. C'est un vrai problème pour que les boîtes se développent et se pérennisent. Et donc moi, en tant que personne externe et avec les autres collaborateurs que j'ai, parce que je bosse avec d'autres consultants sous Viva GTM, on va permettre de challenger l'entreprise, mettre tous ces parties prenantes autour d'une table. C'est-à-dire, on ne juge pas, on est là pour écouter les points de vue de chacun, comprendre la trajectoire, les objectifs de chacun. Et nous, on va aider à fédérer comment est-ce qu'on peut les aider à mieux travailler et surtout les challenger. Eh bien, est-ce que vous avez pensé à faire ci, à faire ça? Est-ce qu'on va pouvoir, du coup, peut-être rationaliser le nombre de partenaires plutôt que d'en avoir beaucoup qui ne sont pas actifs? On va pouvoir apporter ce point de vue objectif sur l'entreprise de façon à les aider à se transformer et surtout à, on va dire, les aider à devenir plus agiles, étant donné que les entreprises, il y a des fois des difficultés de communication entre les membres du COMEX. Nous, on est là au contraire pour faciliter, pour fluidifier, les laisser s'exprimer et surtout faire qu'ils travaillent mieux au quotidien ensemble. Et surtout faire que les partenariats, ce ne soit plus un département pour eux, que ce soit une stratégie go-to-market. Et nous, on est là pour ça, pour aider à cette transformation. Super. Bah écoute, c'est top. On va pouvoir du coup plonger là dans le cœur du sujet. Avec Moi, ce plaisir. que je vois généralement, c'est, bah, comme tu l'as dit, il y a des sociétés soft américaines qui veulent Mhm. venir en IMIA et se disent parfois, bah, je vais passer par le UK puisqu'il y a la même langue. On sait qu'aujourd'hui, il y a le Brexit. Pareil, je vois des sociétés, que ce soit françaises, allemandes ou dans les Nordiques, qui se disent, bah, j'aimerais aller attaquer d'autres marchés Mhm. et vont aller du coup segmenter ou alors en tout cas toucher là où il leur semble avoir un plus gros potentiel. Et pourtant, c'est peut-être pas la meilleure approche en tout cas à avoir. Et l'idée, ça va être bah, de comprendre tout ça avec toi dès maintenant. Si tu devais, toi, aujourd'hui, bah, justement, aller dans un nouveau marché, Mhm. quelle serait la première chose que tu ferais? Question très, très ouverte. Je vais y répondre partiellement. Et je pense qu'effectivement, j'ai quelques tips à donner là-dessus. Bon, excellente question. Concrètement, une boîte américaine qui souhaite pouvoir prendre de la part de marché en Europe, la première chose qu'elle va devoir faire, c'est qu'elle va devoir bien faire son ICP, son Ideal Customer Profile. Qui c'est? Quel type de boîte? Sur quel segment? Quelle taille de compte? Quels sont mes decision makers? Et aussi voir ma solution. Est-ce que ma solution, mon interface est seulement en anglais ou est-ce que j'ai cette déclinaison en autre langue, etc. On va dire, si la boîte, elle a l'outil qui est tout en anglais et qu'elle cherche à attaquer des grands comptes, on va dire les fameux G2K accounts, donc les 2000 plus grands comptes mondiaux, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en zone IMIA, on a environ 350 comptes G2K. Donc, il y en a 2000 au niveau monde, 350 en IMIA. Donc, c'est-à-dire, c'est autour de un petit 20%, donc un cinquième qui est en Europe. Ok. Tu l'as très bien précisé,
un groupe international d'origine américaine ou Amérique du Nord, hein, canadienne également, concrètement, c'est beaucoup plus simple de passer par les UK. Et qu'est-ce qui est intéressant au UK? C'est qu'il y a 70 comptes G2K. C'est là où il y a le plus de comptes G2K dans toute l'Europe. Donc effectivement, passer par les UK est un... Si potentiellement la boîte recherche à travailler avec les grands comptes, c'est un incontournable. Et comme tu l'as dit, c'est la première étape avant d'attaquer le mainland continent. Ensuite, il y a d'autres économies qui sont très importantes et sans surprise pour toi. On va avoir aussi l'Allemagne, qui a à peu près une cinquantaine de G2K accounts. Ensuite vient la France, on a à peu près 48. Et également la Suisse, où on en a 45. Donc, on va dire UK first, then on a Germany, France, et ensuite on a donc la Suisse avec beaucoup de belles boîtes de grande taille. Et ensuite, on va avoir d'autres territoires qui vont arriver. On va avoir donc la Suède, également l'Italie avec 30 comptes G2K, et enfin les Pays-Bas. Très belle économie également. Et enfin, si on va un petit peu plus loin, on va arriver sur péninsule ibérique plus toute cette zone-là, en l'occurrence. Donc concrètement, si leur objectif c'est de chercher les grands comptes, effectivement, il va falloir taper dans ces grosses économies. Mais une fois qu'on a ciblé ces économies-là, il faut aller beaucoup plus granulaire. Donc on va faire la technique de l'entonnoir. Ok, donc, potentiellement, je vais aller attaquer ces pays-là. Ensuite, il va falloir se dire, est-ce que déjà j'ai de l'usage dans ces pays-là par rapport à ce que j'ai vendu aux US? Tu as vendu aux US à des grands groupes internationaux, il est fort possible que tu aies de l'usage des licences dans ces pays-là. Donc renseigne-toi auprès de tes comptes, tes Key Account Managers, s'ils savent ou non qu'il y a de l'usage, parce que potentiellement tu as déjà de l'usage. Donc si tu as de l'usage dans ces comptes-là, c'est peut-être bien, parce que ça va te permettre justement de dire, mais quand tu vas attaquer ces pays-là, mais nous on a déjà des clients en local. Donc on va dire, il faut déjà analyser l'existant et valoriser l'existant. Donc voir si tu as déjà de l'usage en parlant avec tes homologues, en questionnant tes équipes. Ensuite, il va falloir se dire, parmi ces 70 grands comptes au UK, par exemple, moi, par exemple, mes segments de prédilection, c'est FSI, donc Financial Services Insurance. Là-bas, est-ce que j'ai une bonne représentation de ces comptes-là? Eh bien oui, par exemple, sur ces 70, il y en a déjà peut-être, on va dire 30%, c'est des comptes FSI. Alors là, effectivement, les UK, ça fait que se confirmer que c'est un bon territoire. Par contre, attention au UK, j'ai un de mes concurrents qui n'a pas attendu d'y aller, il y est déjà. Donc, c'est-à-dire, eux, ils ont déjà pris une bonne part de marché par rapport à moi. Donc là, encore une fois, il va falloir ajouter un autre niveau de granularité. On poursuit dans la logique où on va aller pouvoir faire cette fameuse analyse où normalement le marketing doit aider, ou s'il n'aide pas, il va falloir passer par des boîtes de conseil extérieures, faire la fameuse analyse de Total Addressable Market. Donc c'est pas seulement voir quelle est la taille du marché potentiel, c'est combien est adressable par mois aujourd'hui. Parce qu'il y a déjà une partie qui a été adressée par d'autres. Donc qu'est-ce qui reste aujourd'hui que moi je peux prendre? Et si oui, je peux le prendre, est-ce que moi, j'ai la capacité à pouvoir faire face à tout ce qui reste? Est-ce que je vais avoir assez de ressources pour pouvoir aussi délivrer? Donc, c'est la partie qui est service obtainable market. Et donc, du coup, tous ces aspects-là sont indispensables. Aller à l'international, c'est plein de risques. Et il faut pouvoir s'assurer qu'on va mitiger le risque. Donc du coup, mon conseil, bien analyser vos marchés, voir l'état de la concurrence et effectivement revoir votre approche. Ça peut demander un repositionnement de votre offre. Peut-être qu'au UK, vous avez déjà beaucoup de parts de marché pris par un concurrent, mais vous avez de la couverture fonctionnelle qu'il n'a pas. Vous avez des capacités à traiter des cas d'usage que cet autre concurrent ou concurrent potentiel, au partiel. Vous allez pouvoir justement quand même faire votre place. Donc ça va demander à ce que votre marque, vous la shiftiez un peu avec un marketing qui sera différent de celui que vous avez pour les US. Ok. Et j'imagine en tout cas pour une société qui serait déjà dans un pays européen, c'est à peu près la même approche. C'est globalement, c'est de regarder, de faire cette analyse de marché de manière très précise. Absolument. Pour comprendre quel est le pays peut-être en premier lieu le plus intéressant pour utiliser les services de la boîte, quoi. Absolument. Et surtout, il y a une approche qui soit vraiment target accounts. Allez pas analyser le marché dans son ensemble. Voyez, allez étudier vos cibles. Et donc ces cibles-là, sont-elles bien représentées dans ce pays-là, tel que l'Allemagne? Oui ou non? Et surtout, potentiellement, sur quel segment est-ce qu'on doit attaquer ce marché? Donc peut-être que vous, par rapport, vous avez une marque
votre stratégie go-to-market sera l'Allemagne, et sur l'Allemagne, ce sera s'attaquer au secteur manufacturing, parce que là, les concurrents n'y sont pas, et vous avez une grande capacité à traiter ça, parce que vous avez déjà de très belles références dans d'autres pays. Ou potentiellement, vous-même, avec la même marque, vous allez vous représenter sur le territoire français, avec un go-to-market différent, qui sera plutôt sur le secteur FSI, parce que effectivement, là aussi, vous avez comment dire, des grands wins et des choses à faire savoir, et vous pouvez vous démarquer très vite de la concurrence. Et pas en y allant seul également, on va en parler après, mais en y allant avec des compétiteurs ou bien des partenaires qui, eux, vont pouvoir vous accueillir dans leur portefeuille stratégique. Et effectivement, aller sur un marché, ce qui est bien, c'est non seulement d'avoir comment dire, assez de target accounts, mais surtout avoir des partenaires pour nous donner accès à ces target accounts. Moi, ce que j'ai pu voir dans mon expérience, c'est par rapport à ce que tu viens de dire qui est très intéressant, mais c'est le manque de côté pratique que peuvent avoir certaines sociétés, c'est comment s'y prendre concrètement. Toi, ton conseil, ce serait de faire appel justement à une société de conseil qui va guider justement et qui va faire une analyse du marché précise. Oui. Combien de temps ça prendrait et quel type de société tu contacterais? Donc concrètement, en fonction des entreprises qui cherchent un développement en Europe, il y en a certaines qui, en fonction de leur taille, ont déjà un département de growth ou de business development, qui ont déjà en interne quelque part des ressources, des gens qui sont capables d'aller chercher des datas, de faire cette analyse, d'aller chercher les comptes, d'aller chercher des données de marché. Et donc, eux vont pouvoir déjà mener une première analyse. S'il leur manque des informations, ils vont pouvoir passer par des boîtes de conseil, des boîtes d'études de marché qui vont pouvoir apporter une couche additionnelle, un vernis additionnel de compréhension de ce territoire. Pour moi, beaucoup d'entreprises que j'ai vues, internationales, lancent un pays parce que le concurrent y est. Et pour moi, c'est pas suffisant comme analyse. C'est pas parce qu'un concurrent y est qu'il faut y aller. Parce que potentiellement, ce concurrent-là, il n'a pas la même cible exactement que vous. Donc, certes, vous êtes sur le même marché, mais il a peut-être une target plutôt du PME, ou des petites moyennes entreprises, voire entreprises de taille intermédiaire, tandis que vous êtes sur du grand compte, et peut-être qu'en fait le grand compte n'est pas vraiment assez présent sur ce territoire-là. Donc il ne suffit pas d'aller voir ce que fait la concurrence, il faut que vous ayez déjà une vraie narrative, un vrai rationnel à aller sur ce territoire-là. Et donc on en revient à ce que tu disais au début, c'est vraiment l'ICP, vraiment bien le déterminer, et peut-être si tu as déjà des clients à l'international, c'est je pense que c'est déjà une bonne première approche, mais aller leur parler aussi en local pour comprendre ce dont ils ont besoin, quoi. Absolument. Et surtout, un point très important qu'on oublie, c'est par exemple, si sur d'autres territoires, tu bosses très bien avec des partenaires, genre des clouders, donc les hyperscalers dont on parlait juste avant tous les deux, Amazon, Google, Microsoft, ou encore d'autres acteurs qui sont considérés comme des hyperscalers, par exemple Snowflake, qui sont des très gros acteurs de data lakehouse, etc., au niveau mondial, donc qui sont reconnus aujourd'hui comme des hyperscalers. Eh bien, il faut aller leur parler, parce que eux, potentiellement, ils sont déjà allés sur ces territoires. Et vu qu'ils connaissent ta solution, parce que vous avez déjà des wins ensemble dans d'autres territoires, ils vont pouvoir te dire la maturité du marché. Est-ce que ce marché est assez mûr pour recevoir une technologie comme la tienne? Eux, ils font de l'infrastructure. Toi, tu vends du data analytics. C'est des marchés qui n'ont rien à voir. Tes solutions sont complémentaires, mais derrière, ce ne sont pas les mêmes decision makers. Et ce sont des segments avec on va dire, des vélocités différentes, des montants de deals différents et des cycles de décision plus ou moins longs. Eh bien, il va falloir déjà potentiellement utiliser des partenaires que tu as en local et les interviewer, leur poser les questions. Parler au country management de ces leaders-là. Eux, ils vont pouvoir te dire concrètement, te faire des retours ultra utiles. Donc, au-delà de l'étude de marché avec des données statistiques utiles, il faut que toi, tu prennes ton téléphone, n'est-ce pas, en mode hunting, donc business developer 100% comme on aime, à l'ancienne, et tu prends rendez-vous avec ces autres acteurs avec qui tu es complémentaire ou potentiellement même concurrent, et leur dire qu'est-ce que tu penses de ce marché-là, est-ce que tu penses qu'on a notre place dessus, est-ce que tu penses que le marché est prêt à nous recevoir? Voilà, il faut mélanger les données purement statistiques, mais également avec des retours de partenaires, même des GSI, des Accenture, des Deloitte, si tu bosses avec eux. Eux, ce sont des sources d'informations parce qu'ils connaissent le marché bien mieux que toi. Donc ça vaut le coup on va dire, de les interviewer. Ok, donc écoute, je pense que c'est très clair. Si je résume, en gros, tu pars ton ICP, tu dis en gros qui j'aimerais targeter sur
l'Europe, que ce soit j'ajoute le UK dedans, même s'il y a eu le Brexit. D'un point de vue territorial, effectivement, pas l'Union, mais l'Europe, oui. Voilà, donc j'ajoute l'Europe, Middle East dans sa globalité. Correct. Forcément, je fais cette étude en interne aussi de voir mon Total Addressable Market, qui je vais cibler, comment je vais le faire, et puis la data existante. Et j'interroge aussi mes partenaires pour avoir de la data supplémentaire et du knowledge que eux auraient sur place. Une fois que ça c'est fait, je me dis, bon, je suis américain, je vais aller au UK parce que ça me semble la meilleure cible, ou alors un autre pays, ou alors je suis français, je vais aller en Allemagne. Mhm. Quelle est l'étape suivante du coup? Tu décides d'aller sur un pays ou un marché très concret. Quelle est l'étape d'après? L'étape d'après, ça peut être de passer aussi par, une fois qu'on a plus ou moins fait un choix d'un pays, comme tu l'as dit, donc ça y est, on a cette première prise de décision. Ce qui peut être intéressant, c'est d'aller parler aux chambres de commerce. Les chambres de commerce, elles, ont des relationnels à l'international, donc oui, la CCI internationale, toutes les chambres de commerce. On a également ensuite Business France, on a plein d'entités aujourd'hui françaises qui sont censées pouvoir nous aider et qui aident différemment, qui peuvent donner des clés et même des données sur le marché. Donc il faut aller parler à ces entités-là. Et également, ces entités-là, des fois, nous donnent accès à des budgets aussi, des aides, des subventions. Il y a également des entités telles que le MEDEF International qui est super utile pour pouvoir aller aider à l'export, avec notamment une entité qui s'appelle Stratexio. Stratexio, c'est un ensemble de consortiums d'entreprises françaises qui se mettent ensemble pour aller chasser du client à l'international. Donc l'idée, c'est de pouvoir rassembler les forces de différents acteurs pour pouvoir aller faciliter la collaboration à l'international. Donc il faut passer par ces groupes d'intelligence, les solliciter. Ça ne va pas faire tout le boulot. Le go-to-market ne sera pas réglé. Là, on aura juste déjà des points, des personnes avec qui parler. Et ça fait partie de cette phase de discovery, n'est-ce pas? Des gens à rencontrer pour ce faire, mais il ne faut pas hésiter à passer par ces institutions françaises qui ont des antennes en local et qui peuvent être vraiment facilitatrices dans toutes vos démarches. Ensuite, une fois qu'on a décidé un pays, il faut se dire aussi concrètement comment est-ce qu'on y va. Comment est-ce que j'y vais dans ce pays? Est-ce que je commence à chasser depuis les UK? Si j'ai une antenne au UK, est-ce que je vais commencer à chasser l'Allemagne depuis les UK? Moi, je trouve ça pertinent. Pourquoi aller se lancer à ouvrir un bureau en Germany sans avoir de clients? Ça n'a absolument aucun sens et c'est surtout des coûts faramineux. Donc pour moi, la conquête de l'international, on est toujours dans une approche de retour sur investissement et mitigation de risques-bénéfices. Donc les risques sont forts au démarrage. Commençons à aller chercher des clients en Germany depuis les UK. L'Allemagne est un territoire, on l'a dit, avec plus de quasiment 50 G2K accounts, donc des belles boîtes, si c'est notre target. Et potentiellement, la plupart d'entre eux ont un très bon niveau d'anglais. Donc, c'est-à-dire qu'on peut les adresser au démarrage depuis les UK. Mais par contre, ce qui est important que vous fassiez, et on y revient, et c'est l'objectif aussi de ce podcast, donc Alliance, n'est-ce pas? C'est de pouvoir aller parler aux partenaires. Donc, c'est-à-dire, moi, je suis commercial au UK, je commence à aider sur l'Allemagne. Donc, idéalement, si j'ai un vernis, si je sais parler un peu allemand, c'est idéal. Ça n'est pas forcément le cas. Et donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à parler à des partenaires allemands. Donc, c'est-à-dire, je vais qualifier que sur mon compte Deutsche Bank, lorsque je parle à mon prospect, qu'en fait, eux, ils sont conseillés par telle et telle boîte. Donc, c'est-à-dire que c'est Deloitte qui font la stratégie data pour eux. C'est ensuite peut-être Capgemini qui va travailler avec un autre grand compte, etc. Eh bien, j'ai fait mon mapping, j'ai fait ma due diligence en tant que Key Account Manager, en tant que Enterprise Account, peu importe, en tant que commercial grand compte. Eh bien, maintenant, je sais que ces partenaires-là sont influents. Et donc, mon objectif, ça va être d'influencer l'influenceur. Donc, je vais prendre contact avec mon homologue chez Accenture ou chez Deloitte et je vais proposer qu'on échange de vive voix. Et potentiellement, l'idée, c'est qu'eux vont comprendre ce que je fais. Donc, je vais les transformer en champions de façon à ce qu'eux, ensuite, puissent parler de moi aux clients finaux en allemand avec et toute la crédibilité qu'ils ont. Donc, encore une fois, l'idée, quand on va à l'international, il faut empower les gens, il faut les rendre champions. Donc, l'objectif, c'est pas de vendre, c'est de construire des vendeurs. Donc, on est dans une autre démarche. Le paradigme n'est pas le même que dans un territoire qui est domestique. On va être dans un objectif de leadership et de créer des champions. C'est vraiment différent.
Ok, bah écoute, on va y plonger là dans quelques instants. Je Mhm. reviens juste sur ce que tu disais, puisque Oui. moi je l'ai vu dans le passé quand je travaillais chez Lemonway, Mhm. qui avait fait appel justement à Business France pour son go-to-market en Allemagne. Et donc ça permet justement d'être aussi avec d'autres sociétés Bien sûr. qui veulent grandir là-bas. Donc déjà se créer un network, mais aussi avoir une bonne vision de ce qu'il faut sur place. On parlera de la culture par la suite. Mhm. Mais donc là, avec l'exemple que tu m'as donné, quelle est la première personne à recruter en local quand tu justement veux accélérer en Europe ou que tu veux faire un go-to-market en Europe? Et juste avant de te répondre à cette question, effectivement, je vais y venir, mais tu parlais de Business France. Je voulais rappeler que Business France, c'est intéressant pour être présent sur des salons. Donc effectivement, des fois, il y a la French Tech qui est présente. Et c'est bien, effectivement, si toi, tu sens que c'est l'occasion de créer un peu d'awareness sur ta marque, c'est effectivement bien d'être présent sur ces pavillons. Surtout si tu penses que tu as les bons decision makers qui seront présents sur l'event. Donc Business France, etc. peuvent t'aider à créer de l'awareness. Après, quels sont les premiers people pour pouvoir lancer ces territoires? Super question. Eh bien, la première pour moi, si on n'a pas des gens en local, ça va être de pouvoir, toi, choisir dans ton équipe commerciale des commerciaux puissance 10. Donc, c'est-à-dire que tu as un commercial qui performe très bien et qui, en plus, a des très fortes capacités interpersonnelles, ouvert, vraiment quelqu'un de proactif. Également, un vrai leader, c'est pas seulement quelqu'un qui fait ses chiffres et ensuite, ça y est, moi j'ai fait mon chiffre, on se parle plus. Quelqu'un au contraire qui a vraiment une vision, une trajectoire et quelque part une ambition. Ces personnes-là, elles ont besoin de challenge. Peut-être qu'elles auront fait déjà, elles auront signé des deals de plusieurs millions sur les UK, mais en fait, ça ne leur suffit pas. Ils ont besoin d'un challenge additionnel. Eh bien, ces personnes-là, tu peux les missionner. C'est dans le cadre peut-être d'une promotion également, et de pouvoir leur dire, bah, tiens, moi j'aimerais que tu ouvres l'Allemagne demain. Et donc, pour ce faire, je vais te demander deux choses. C'est premièrement, c'est que tu signes deux, trois grands comptes chez eux. Donc là, ça peut prendre facilement 2 ans. Ensuite, pendant ce temps-là, qu'est-ce que je vais te demander aussi? C'est que tu commences à rencontrer les partenaires sur place, que tu commences à recruter les partenaires. Donc, soit qu'il le fasse lui-même, c'est important qu'il puisse le faire lui-même. Et également qu'il puisse se faire aider d'un alliance manager. S'il y en a un qui gère le territoire avec lui, il faut absolument qu'ils bossent ensemble, main dans la main, pour s'entraider et obtenir les introductions auprès des bons partenaires et surtout avoir quelque chose à leur raconter. Voilà. Et de surcroît, au-delà du fait de signer ces comptes-là, il va falloir, au-delà de ça, que cette personne-là puisse être celle qui va recruter les futurs commerciaux sur place. Donc moi, je veux que tu signes, que tu commences à créer, on va dire, la crédibilité de ce territoire, la légitimité de ce territoire. Et ensuite, une fois que tu l'auras fait, tu vas aller sur place, tu vas me recruter ton équipe commerciale, donc d'autres responsables de compte, et également les avant-ventes, tout ce qu'il faut autour pour bien vendre. Et naturellement, ce qui sera mieux, c'est qu'il y aura des gens locaux qui maîtriseront la langue. Mais je pense que ce n'est pas bloquant au démarrage de pouvoir lancer l'Allemagne ou la France depuis un autre pays. Il faut juste s'assurer que vous ayez des partenaires à qui vous pouvez déléguer une partie du boulot. Par exemple, faire une démo. Il faut rapidement que toi, en tant que country manager, tu puisses recruter un partenaire et surtout le former, l'empowerer, je ne sais pas comment le dire en anglais, le, Oui, enfin, faire du le, sales enablement, enfin, voilà, le enabler, ouais, exactement, pour qu'il sache faire une démo pour toi en allemand. Parce que le ça, former. le former, voilà, le former, mais qu'il soit vraiment totalement indépendant, qu'il sache faire une démo, qu'il sache même potentiellement gérer un POC pour toi. Ça, c'est très important parce que une démo, etc., en anglais, des fois, ça passe pas. Donc, autant il y a des choses au niveau de discussion initiale, ça passera en anglais. Autant il y a des aspects où il faut absolument que tu puisses déléguer à quelqu'un de faire une démo dans la langue. Donc, ça, effectivement, c'est des choses qui sont typiques à l'Europe. L'aspect linguistique est indispensable. Au moins enregistrer une démo en leur langue. Il ne faut pas investir tout de suite sur tout localiser dans la langue parce que ce serait des trop forts budgets. Il faut déjà choisir quelques outils de travail qui sont vraiment indispensables. Tu vois, par exemple, une brochure ou une démo enregistrée dans la langue.
ou potentiellement avoir un guide que tu donnes à tes partenaires de 2-3 pages qui explique ce que tu fais, comment tu le fais différemment, juste que les personnes puissent s'approprier ta marque et potentiellement, sans tout connaître de toi, c'est pas leur boulot, qu'ils puissent parler de toi et envoyer les bons messages. Ouais. Donc, si je synthétise, toi, ta reco, en tout cas, c'est avoir Mhm. une personne centrale, soit une personne très sales, soit un country manager finalement, Absolument. qui va pas forcément parler la langue locale. Si je prends par exemple l'exemple d'une société américaine qui viendrait du coup en IMIA, peut-être la baser au UK, mais aller parler à des grands partenaires type JSI, comme tu disais, Accenture, Deloitte, ou alors des hyperscalers, comprendre un petit peu comment eux fonctionnent et eux aller les influencer sur place pour que eux parlent directement à leurs clients du produit, c'est ça? Absolument. Et idéalement, en plus de ça, ça c'est une première option comme tu le mentionnais. Et également, je vais te donner un exemple. Par exemple, dans mon ancienne boîte, on avait décidé de se déployer en UAE, les Émirats Arabes Unis. On le sait tous. Donc eux, en termes de G2K accounts, ils sont environ à peu près, je crois, une 15-20. Donc, quand tu vois la taille du territoire, c'est quand même énorme hein, Mm. au niveau du ratio. Et en fait, ce sont des territoires qui sont extrêmement matures et très avancés, donc ce qu'on appelle les early adopters. Quand tu vas à UAE, il y a plein de sujets sur lesquels on va se battre en France pour pouvoir que les boîtes s'équipent d'outils euh, prédictifs, tandis que là-bas, quelque part, tout le monde l'a fait. La question se pose même pas, c'est juste comment le faire mieux en fait. Donc ils sont plus avancés sur certains aspects. Et bien là-bas, notre boîte avait justement recruté un champion directement. Donc quelqu'un de plurilingue, qui est encore mieux. Donc c'est-à-dire qu'il y a à la fois la langue du pays plus l'anglais pour faciliter la collaboration avec son management qui est dans d'autres pays. Et donc là c'est le champion idéal. C'est-à-dire que là, tu as le champion qui connaît ta marque, qui parle les deux langues, et ensuite qui est reconnu parce qu'il connaît tout le marché. Mm. Parce qu'il a travaillé chez des concurrents ou du moins des partenaires aujourd'hui. Donc c'est-à-dire il va arriver avec tout ce vernis et il va pouvoir porter ta marque. Et là, l'avantage, c'est on achète ces champions. C'est-à-dire que soit on va les chercher à la concurrence, ou soit potentiellement on va aussi les dégoter plus ou moins auprès de partenaires commerciaux. Donc il faut aller choisir ces champions Ouais. et des gens qui connaissent ton marché. Et tu vois, lorsque je recevais l'autre jour Kevin de OneStock, Oui. qui me disait, bah, eux, OneStock a levé, je crois que c'était 72 millions de dollars, mais eux, Mhm. c'était l'inverse, c'était pour un go-to-market aussi très fort aux US. Mais ils sont allés prendre quelqu'un de très expérimenté sur les partenariats, aussi sur place, pour qu'il y ait déjà un réseau existant et aller beaucoup plus vite, quoi. Donc, ça suit aussi ta reco, c'est de mettre en tout cas les moyens pour prendre des personnes qui vont connaître le marché et qui vont savoir aussi accélérer beaucoup plus vite, notamment grâce à leur réseau existant, quoi. Absolument. Donc l'objectif est le suivant. Il n'y a pas de recette miracle. C'est d'aller chercher des champions dans ce qu'ils font. Donc, si on n'arrive pas à trouver quelqu'un sur place qui peut représenter notre marque, mais par contre, on a déjà des très bons champions qui ont l'ouverture et même la compréhension culturelle pour déjà lancer, signer les premiers wins, faisons-le. Ce qui n'empêche qu'à moyen terme, lorsqu'on aura 5-10 belles références, il faudra qu'on ait un country manager en local et idéalement un natif. Mais ceci dit, pour ce cheminement, on peut y aller, on peut y arriver aussi sans avoir des ressources directes. Mais il nous faut des champions. Donc il faut que cette personne-là, femme, homme, peu importe, cette personne sache driver son business, soit proactive, soit un vrai leader dans l'âme. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, ce que j'ai pu voir dans le passé, c'est des sociétés donc, qui veulent un go-to-market sur Mhm. un autre pays et vont aller recruter justement un sales en local pour parler directement aux clients. Toi, tu es plutôt sur l'approche de dire je vais influencer les clients que j'aimerais par des partenaires. Donc une approche plus stratégique et qui va en tout cas amener des résultats selon toi plus concrets. Euh, Absolument, oui. si je prends ton exemple à toi, comment tu t'y es pris du coup pour contacter tu vois, les premiers partenaires dans un nouveau pays? Donc là-dessus, le premier point, c'est ce que tu disais. Donc pour aller vers mon marché, je ne vais pas continuer à ce que je fais sur mon territoire domestique. On dit qu'on est une boîte française qui a plutôt une tradition de faire de la vente directe. Eh bien, changeons de paradigme. La vente directe, on connaît les limites. Aujourd'hui, par exemple, on sait qu'à horizon 2030, Forrester annonce que 90% des ventes se feront en mode indirect.
Donc, c'est-à-dire qu'on aura de la collaboration entre partenaires pour arriver à closer. C'est Forrester qui le dit. Ensuite, on a également KPMG qui a fait une analyse auprès de l'ensemble des entreprises, un consortium d'entreprises, surtout des grands comptes, qui dit que 75% de ces decision makers, de ces grosses entreprises, reconnaissent que les partenaires et les alliances, tout ce qui est partenariat stratégique, sont quelque part un enjeu majeur pour la recherche de croissance. Donc la question ne se pose pas. Est-ce que je dois travailler avec les partenaires? S'il y en a encore qui se posent la question, déjà, c'est malheureux, mais ils ont peut-être raté le virage. La deuxième question, c'est de se dire, une fois que je sais qu'il faut travailler avec les partenaires, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je change ma façon d'opérer? Donc, est-ce que mon commercial qui est en France, qui va devoir aller commencer à potentiellement aller chercher des clients en Espagne, est-ce qu'il va continuer à tout faire en direct? Donc, c'est-à-dire avec son business developer, à aller chasser, à faire du call, à faire des séquences emailing, à faire des events dans tous les sens. Est-ce que c'est la bonne approche? Et la réponse est absolument pas. Il faut absolument pas faire ça. Donc, premier conseil, ne vous lancez pas à faire des trade shows dans tous les sens. C'est ce que font beaucoup de boîtes parce que c'est facile à faire. Il va falloir choisir un trade show qui va vraiment vous mettre face aux decision makers. Et donc, s'il y a un trade show généraliste sur votre segment de marché, faites-en seulement un, allez pas tous les faire. Vous en choisissez un, vous le préparez et vous préparez ça au top. Avec conférences, vous préparez des rendez-vous sur votre stand, avec une préparation judicieuse, ultra minutieuse et surtout un delivery parfait et un gros suivi. Ensuite, lorsqu'on parle d'aller chasser par exemple des grands comptes, on va dire sur le territoire italien, eh bien effectivement, vous pouvez passer tout le temps que vous voulez à faire du call auprès de vos interlocuteurs. Ces personnes-là ne vous répondront pas. Pourquoi? Même si votre solution, elle est super. Tout simplement parce que sur 28 moments d'achat de vos clients, donc on dit que moi, je suis par exemple responsable de business unit, tout ce qui est data, d'un grand groupe, eh bien moi, dans mon démarche d'achat, d'acquisition d'une technologie, par rapport à mes besoins, je vais potentiellement avoir 28 moments qui vont correspondre à mon achat, des purchasing moments, qui vont se décliner en 28 moments. Différentes actions, d'expression de besoin, de pain, où je vais parler de mes pains, etc. Mais qui est-ce que je vais avoir comme personne en face de moi pendant ces 28 moments? Et là, je fais référence à une analyse de Canalys. Ces personnes en face de moi, eh bien, on va dire, dans plus de 4 moments, on va dire sur 28, dans 24 moments, je ne vais pas parler avec des éditeurs de logiciels. Je vais parler avec des experts. Et mes experts, c'est qui, moi, en tant que client? Qui est-ce qui navigue autour de moi? Ce ne sont pas les éditeurs. Ce sont ces grands groupes de conseil. Moi, je vais parler avec Deloitte, je vais parler avec Capgemini, je vais parler avec Accenture, je vais parler avec des grands cabinets de transformation, des Bain & Associates, je vais parler avec BCG, et je vais également potentiellement travailler avec des plus petites boîtes de conseil sur des cas d'usage spécifiques, donc ce qu'on appelle des boutiques partners, voilà, plus spécifiques sur des cas d'usage qui sont spécialistes. Moi, c'est eux avec qui je travaille. C'est pas que j'ai pas envie de travailler avec les autres, c'est que j'ai pas beaucoup de temps à passer. C'est des gens en qui j'ai confiance, des gens avec qui j'ai déjà acheté, et c'est des gens clairement en qui j'ai confiance. Donc c'est eux qui me recommandent. Donc moi, tu peux essayer de m'harceler autant que tu veux, excuse-moi pour le nom. Je vais juste capter 4 moments sur 28 avec toi. Et même ces moments-là, quelque part, j'ai plus confiance à mon entourage. Et ça, c'est un fait. Hein. Il y a une analyse qui dit que dans plus de 80%, les acheteurs potentiels, les decision makers, potentiellement, ils se reposent sur des influents, des gens qui connaissent déjà. Donc, c'est-à-dire, tu peux être aussi beau que tu le penses, il faut faire preuve d'humilité, il faut aller trouver des champions chez les partenaires qui fassent le boulot pour toi. Donc, moi, pour être super puissant, qu'est-ce que je peux faire demain? Ben, je peux être basé au UK ou en France pour aller attaquer, je ne sais pas, l'Italie. Eh bien, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir identifier potentiellement sur mes comptes nommés, demander à mon business développeur et mon commercial de demander donc aux clients avec qui il travaille, qui le conseille sur ces sujets-là. Donc comme ça, je vais avoir l'intelligence de comprendre quel est son écosystème, son environnement. Et ensuite, le travail que je vais faire, c'est de pouvoir aller sensibiliser cet écosystème. Donc ça, je vais pouvoir le faire moi-même, à prendre rendez-vous avec ces intermédiaires. Donc ça, c'est ce que je recommande. Donc une partie de Viva GTM, c'est de faire des formations. Donc s'assurer que les équipes go-to-market puissent devenir des mini partner managers,
qu'elle développe cette intelligence, ces codes, ces méthodologies et surtout ces automatismes de pouvoir prendre les devants et parler aux partenaires. Pourquoi est-ce que je vais parler au partenaire? Parce que le partenaire, c'est celui qui a l'oreille de mon client. Donc c'est juste du bon sens. Arrêtez de parler avec le haut-parleur à votre client qui est à l'autre bout de la pièce, mais parlez à la personne qui peut lui parler à l'oreille. C'est simplement ça, bosser intelligemment sur des go-to-market. Eh bien, c'est ma recommandation, c'est d'aller pouvoir construire des liens avec ces personnes-là. C'est pas pour autant que je vais y arriver, et ça peut prendre du temps. Donc, pour réduire le temps, pour que ce soit efficace, il faut absolument que moi je me fasse aider de mon partner manager. Donc, si j'ai quelqu'un qui m'aide, qui est sur plusieurs pays, il faut que je demande du soutien de sa part, que lui puisse donner du contexte. Par exemple, si moi je suis partner manager sur la France et qu'on me demande de l'aide sur l'Italie, eh bien moi je vais pouvoir directement dire potentiellement nous on travaille déjà avec Deloitte en France et on va pouvoir aller prendre rendez-vous avec Deloitte Italie et expliquer déjà tout ce qu'on a mis en œuvre de façon à raconter déjà une narrative. Encore une fois, aller chercher l'expansion internationale, il faut casser le paradigme de la vente directe et il faut surtout aller raconter des histoires. Tout le monde se transforme en raconteur d'histoire. Tout le monde qui va chercher le business devient un storyteller quelque part, et on est tous des commerciaux puissance 10. Donc l'attitude est très importante, attitude ouverte, humilité, et surtout être dans la pédagogie. Bien expliquer ce que vous faites et comment vous le faites, et comment vous le faites différemment de la concurrence, et comment vous le faites avec les partenaires. Donc c'est pas seulement vous, c'est vous, qu'est-ce que vous faites, et comment est-ce que le partenaire va gagner à travailler avec vous. Donc c'est une autre façon de voir les choses, c'est de valoriser l'intermédiaire pour que l'intermédiaire vous valorise auprès du client final. C'est super intéressant ce que tu dis. En tout cas, ces 28 points, je l'ai souvent entendu avec les 4 points justement seulement directs que tu as avec ton client. Absolument. Donc ça montre le niveau d'influence qu'il faut avoir autour de lui pour oui. finaliser ou en tout cas conclure une vente. Tout à fait. Pour avoir un maximum d'impact comme tu dis. Mm-hmm. Par rapport à ça justement, et il y a un vrai aussi sujet de brand awareness ou comment est-ce que tu te fais connaître aussi en local? Comment tu collabores avec le marketing dans ces cas-là? Donc, excellente question. Le marketing est un gros sujet, surtout lorsqu'on fait cet effort d'aller chercher des nouveaux marchés. Donc déjà, un premier conseil. Moi, dans des précédentes boîtes où j'ai bossé, on a une nouvelle direction marketing qui est arrivée au niveau groupe, donc au niveau du siège en Californie, comme la plupart des sièges sociaux, n'est-ce pas, en Silicon Valley. La CMO est arrivée et elle a dit à partir de maintenant, on est un groupe international, on est les meilleurs dans ce qu'on fait. Beaucoup d'humilité, n'est-ce pas? Et donc, à partir de maintenant, on va tout communiquer en anglais. Donc, nous, on était sur le territoire français, on a essayé de lancer notre marque. Bah, certes, la marque était très présente aux US. Nous, ici, on était une marque, mais on était comme une start-up. Donc, il faut savoir cette intelligence-là, de se dire, notre marque en France n'est pas celle qu'elle est aux États-Unis. Ici, tu es une start-up, voire moins qu'une start-up. Genre, tu es peut-être même mis de côté parce que tu es étranger et il y a déjà des acteurs locaux. Donc, attention. Donc là, première étape, le marketing, il ne faut pas se planter. Arrêtons, si on a vraiment des objectifs sur la France, arrêtons de communiquer en anglais. Prenons le temps de localiser, pas tout, mais les bons messages. Prenons le temps de les localiser. Donc en français, avec des interventions, des interviews, ou potentiellement faisons un événement, mais prenons le temps d'y parler en français, de faire intervenir des clients français. Vraiment, ayons cette intelligence d'être pertinent en local et effectivement, les meilleurs messages seront ceux qui seront adressés, pas forcément tout en français, mais au moins la grosse partie du message. Donc attention, la localisation est importante, pas surtout, mais lorsqu'on fait des grosses communications, il faut le faire dans la langue locale, première chose. Donc le marketing, comment est-ce qu'il va aider? Donc il va aider déjà sur cette partie localisation des messages. Donc des fois, ils ne le font pas. Donc c'est vous, en équipe go-to-market locale, de demander justement de dégoter des budgets. Et si le marketing n'est pas prêt à le faire, vous allez vous battre avec votre direction commerciale à faire en sorte que vous allez pouvoir mettre du budget pour justement envoyer les bons messages. Donc il ne faut pas hésiter à se battre. En interne, sur les dynamiques d'expansion, il y a peu de personnes qui sont compétentes. Des fois, il y a des personnes qui ne l'ont jamais fait. Donc en fait, il ne faut pas leur en vouloir. C'est juste qu'elles se retrouvent sur l'international sans connaître les rouages et les pièges. Eh bien, c'est vous, en tant que business leader, toi, Maxime, moi, Thomas, qui vont devoir nous battre. Non, moi, je ne souhaite pas faire cette campagne en anglais sur le territoire français. Moi, je souhaite qu'on puisse faire un petit déjeuner, faire venir nos clients français et envoyer les messages. Là, je peux te dire que ça vaudra le coup de se battre parce que les résultats seront
autre chose, et tu auras du pipeline après. Également, au-delà de cette partie de marketing général, moi, mon conseil, c'est vraiment lorsqu'on cherche à aller se déployer sur un marché, choisir ses batailles. Donc, encore une fois, si ton ICP est clair, il va falloir, plutôt que de faire que des trade shows, tu vas en faire un, et tu vas aussi faire un trade show spécifique à cette industrie. Donc, tu te dis, moi, sur ce marché-là, avec ma solution, j'ai choisi le FSI. Et là, il va y avoir un gros événement, Money 20, Money 2020, par exemple, à Londres, si tu veux déployer Londres, etc. Eh bien, je serai sur cet event. Et sur cet event, on va avoir des conférences et on parlera des cas d'usage que nous traitons spécifiquement sur le domaine FSI. Donc, sois très précis. Pour moi, aller dans un nouveau territoire, il faut choisir ses batailles et il faut éviter justement le syndrome du boil the ocean. Le fait de pouvoir être là à vouloir traiter avec tout le monde. Non, ta marque, tu peux pas du jour au lendemain la faire connaître auprès de tout le monde. Et c'est une grave erreur et tu n'y arriveras jamais, premièrement. Et tu vas perdre ton énergie et tu vas pas avoir de retour. Il faut choisir ton segment, tes cibles et le message que tu envoies. Et donc ça, c'est vraiment ce que je recommande, c'est choisir un positionnement spécifique, communiquer dessus à fond. Il faut que tu sois l'unique, il faut que ce soit ton unique selling point, que ce soit clair sur ton marché. Après, tu peux l'étendre au fur et à mesure que tu prends de la part de marché. Mais commence par avoir un unique selling point, c'est vraiment ma recommandation. Et ensuite, deuxième point, aujourd'hui, on sait que pour pouvoir influencer nos comptes clients, ce qui est important, c'est, on va dire, tout ce qui est account-based marketing. Le fameux ABM dont tout le monde parle, mais que personne n'arrive à mettre en œuvre. L'ABM, c'est très complexe à mettre en œuvre, et surtout si toi, tu le fais en direct. Donc, c'est-à-dire sans utiliser les partenaires. Là où vraiment tu peux faire un bon IBM, c'est choisir un partenaire et ton IPP, Ideal Partner Profile, n'est-ce pas? Donc, qui va être affiné, tu vas choisir par rapport à ton ICP. Ton ICP et ensuite ton IPP. Ton IPP, c'est celui qui va justement, Ideal Partner Profile, celui qui traite déjà avec tes clients cibles. Eh bien, avec lui, tu vas pouvoir mener des campagnes. Pourquoi? Parce que lui, il a déjà une base installée énorme. Tu vois, tu vas pouvoir travailler avec Crossbeam, par exemple, un outil super bien pour faire le account mapping. Tu vas croiser avec eux, tu vas te rendre compte que parmi les 20 comptes target que tu as sur ton territoire, il y en a déjà 15 qui sont clients d'eux. Donc ça ne veut pas dire que les contacts, c'est les mêmes, tu vois, chez eux, faut pas exagérer. Mais ceci dit, il y a quand même une belle, on va dire, convergence entre les deux. Et donc du coup, potentiellement, tu vas mener une campagne de lead generation avec eux. Donc eux vont pousser une campagne sur leur base installée. Toi, tu vas les aider, tu vas leur apporter le contenu et le localiser. Et tu vas faire une campagne. Et ensuite, par exemple, le call to action, ce sera rendez-vous au petit déjeuner. On va vous parler avec, je ne sais pas, Lemonway, de cette problématique-là. Et donc, il y aura une histoire qui sera racontée à deux. Donc, ce ne sera pas toi, Lemonway. Tu vas raconter une histoire inclusive. Et quand tu racontes une histoire à deux, voire à trois, avec un clouder, c'est là que les decision makers arrivent. C'est parce que tu racontes une histoire qui les intéresse. Donc, tu ne parles pas de toi, tu parles de leur contexte et tu ne réponds pas à une problématique, tu réponds à 3, 4 à la fois. Et donc, c'est comme ça que tu fais du marketing de qualité, de l'ABM à travers les partenaires. Et juste pour répondre à ta question, et ça ne se fait pas simplement, il faut que tout le monde soit derrière. Donc, il faut les commerciaux, les avant-ventes, la direction commerciale, tout le monde entraide là-dessus. Parce qu'en fait, le go-to-market, ça ne doit pas dépendre ni du marketing, ni de la vente. C'est un travail d'équipe. Et potentiellement, ma recommandation, c'est qu'il faut mettre des profils marketing seniors. Moi, trop souvent, lorsqu'on m'a demandé d'aller développer des nouveaux territoires, on m'a mis des gens qui étaient soit stagiaires ou des gens qui étaient sortis de l'école. Mais malgré toutes les bonnes intentions et toute la motivation de ces profils-là, il aurait fallu qu'ils soient coachés par les bonnes personnes. Parce que moi, les prendre sous la main, j'avais déjà énormément de travail, il y en avait déjà même beaucoup trop. Devoir tout expliquer à quelqu'un, ça ne me rendait pas service du tout. Et donc, du coup, mon conseil, pour aller faire du marketing à l'international, ne prenez surtout pas des ressources pas chères ou pas formées. Faites l'inverse. Mettez ces ressources juniors sur des territoires qui sont déjà matures ou quelque part, il y a juste besoin d'exécution et mettez les fins stratèges sur l'international. Et ta reco, ce serait d'avoir quelqu'un depuis le siège ou depuis un pays ou d'avoir la ressource en local, côté marketing? Alors ça, c'est possible d'avoir des ressources en local en fonction de, on va dire, de l'allocation des ressources. Mais par exemple, si une boîte passe par des distributeurs, par exemple, les distributeurs, dans certains cas, sont en mesure de pouvoir vous aider sur la partie marketing. Donc vous pouvez potentiellement missionner le distributeur pour gérer la partie marketing pour vous.
Donc, c'est des choses qui peuvent être déléguées. Vous pouvez aussi passer par des cabinets spécifiques qui vont pouvoir faire le marketing pour vous, faire ce travail d'affinage. Et donc, du coup, il faut considérer les deux. En tout cas, la question qui ne se pose pas, la seniorité. Marketing international, ABM, seniorité first. Peu importe que ce soit en direct ou à travers une agence intermédiaire ou un distributeur. Ok, super clair. Il y a une question que je voulais aborder aussi avec toi, c'est Oui. globalement, comme tu l'as dit, quand on est aux États-Unis, tout le monde parle la même langue, voilà, c'est très clair sur, en tout cas, le go-to-market. Dès qu'on arrive en Europe, on a des exemples très concrets, que ce soit entre France, Italie, Nordiques, Allemagne, Pologne. Enfin, tu vas être sur vraiment des langues différentes déjà, et aussi des cultures différentes. Comment tu brises ça ou comment tu le gères quand tu arrives sur une nouvelle région? J'ai l'impression que parfois c'est quelque chose qui est négligé alors que c'est ultra important et que ça a une grande prédominance dans ton succès aussi local. Alors, c'est un excellent point, Maxime, que tu lèves. Effectivement, l'Europe a cette particularité, c'est d'être un véritable patchwork de culture et de langues. Il y a une histoire impressionnante. Les US n'en ont pas conscience. Ils viennent tous d'ici, mais beaucoup l'ont oublié, n'est-ce pas? Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut avoir déjà une certaine compréhension du pays qu'on va pouvoir administrer. Donc j'ai envie de dire déjà une certaine intelligence, du moins de pouvoir se mettre émotionnellement dans une autre dynamique. Donc l'intelligence émotionnelle est très importante, de pouvoir se dire oui j'ai une technologie super sympa, oui j'ai des beaux clients, mais là en fait le challenge c'est qu'on va devoir travailler avec des gens d'une autre culture. Et donc là c'est une prise de conscience qu'il faut avoir. Donc ce qui est important c'est de pouvoir quelque part avoir que le management ou le leadership qui porte ces projets d'expansion puisse sensibiliser les équipes à ça. Donc ça permet de prendre un coach spécialisé du pays. Donc, tu vois, ça c'est clairement des choses que les boîtes oublient de faire. C'est, on va attaquer l'Espagne, mais raconte-moi ce que c'est l'Espagne. Raconte-moi son histoire, raconte-moi ses territoires, raconte-moi son économie. Qui est-ce qui prend le temps de faire ça? Très peu de personnes. Et après, on se retrouve à mettre des personnes qui travaillent sur ces territoires qui n'ont aucune compréhension et du coup qui ne sont pas prises au sérieux. Et si tu n'es pas pris au sérieux, tu passes à côté. Donc je dis pas que tu ne pourras pas revenir dessus, mais en fait, tu auras déjà grillé une carte. Donc griller des cartes, ça arrive. Il faut failer. Aujourd'hui, il faut failer encore, il faut failer forward, comme le dit Will Smith. Mais à un moment donné, c'est bien d'arrêter de failer. Donc moi, je suis dans l'approche de mitigation des risques, encore une fois, en réduction du risque. C'est toujours l'approche à avoir à l'international. On ne jette pas l'argent par les fenêtres, on choisit nos combats et surtout, on forme les gens. Donc on forme les gens sur la culture. Donc il y a des spécialistes. Par exemple, chez Stratexio, on a des spécialistes par pays qui connaissent tous les rouages du pays, qui peuvent venir vous briefer. Vous pouvez les prendre à la journée, sur plusieurs jours, en accompagnement. Ça peut être bien, comme nous on le fait aussi, par exemple plusieurs fois par mois, qu'ils puissent venir nous coacher. Si on a des choses qu'on ne comprend pas dans la façon de réagir des partenaires, etc., eh bien, c'est peut-être un manque de compréhension de la culture. Et ce n'est pas aux autres de changer, c'est à nous. Donc, comme je te disais, l'intelligence émotionnelle est très importante. Et ensuite, au-delà des aides qu'on peut avoir des consultants, encore une fois, il faut continuer à se former sur qu'est-ce que c'est de collaborer avec des partenaires. Aujourd'hui, former vos équipes à travailler avec les partenaires, c'est un grand élément différenciant pour vous en tant qu'entreprise, parce que vous allez pouvoir faire l'effet du poulpe. Donc, au lieu d'être votre grande intelligence en haut dans la tête du poulpe, eh bien, vous allez créer plein d'autres intelligences. Bon, le poulpe, sa caractéristique, c'est d'avoir des cerveaux dans chaque patte. Eh bien, les partenaires, c'est d'autres cerveaux. Et le poulpe, il va pouvoir aller capter plein de choses que vous ne pouvez pas capter, vous. Eh bien, c'est cette intelligence-là, il va falloir pouvoir permettre de donner à l'ensemble des membres de votre équipe, quels qu'ils soient, des pre-sales, des customer success, etc., la capacité à traiter proactivement avec les partenaires. Donc, si moi, je reçois un appel ou je traite avec un partenaire, je ne vais pas faire un email à mon partenaire manager, il ne faut pas aller à un tel. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas passer à l'échelle comme ça. Il faut que toi, tu puisses prendre les devants et recevoir l'appel d'un partenaire, voire même proactivement l'appeler. Et si tu as un point bloquant ou s'il y a un problème d'un point de vue juridique, quoi que ce soit, parle-en à ton partenaire manager. Mais développe une indépendance à traiter avec l'écosystème. Ça sera excellent pour tes résultats dans la boîte actuelle et pour la collaboration avec le reste de l'équipe.
Ce sera un très grand différenciant et très positif. Mais au-delà de ça, pour ta carrière à moyen terme, c'est excellent aussi, parce que tu vas développer, au-delà de connaître tes clients, là tu vas connaître les partenaires. Et encore une fois, c'est qui les partenaires? C'est les influenceurs principaux. Donc tu vas influencer les influenceurs. Ça fait toi de quelqu'un bien plus puissant. Tu seras puissance 10 versus être puissance 1. De ton expérience, quelles sont les erreurs à ne pas faire avec ses partenaires quand tu vas justement attaquer un marché local? Alors premièrement, la première erreur à éviter, c'est d'aller parler à tout le monde. Donc effectivement, quand tu as fait ton analyse de marché, tu as pu voir effectivement que sur tes segments, tu as tel et tel partenaire qui sont très actifs. Donc là, après, tu as différentes typologies. Tu auras tes GSI en fonction de ce que tu recherches à attaquer. Tu auras des revendeurs, tu auras des boîtes de conseil, etc. Différentes typologies. Et donc là, tu vas choisir potentiellement des partenaires. Il ne faut pas aller parler à tout le monde. Il faut déjà aller parler à ceux où tu sais qu'ils impactent des opportunités en cours. Donc encore une fois, granularité. À qui est-ce que je vais parler? Eh tiens, là j'ai des opportunités en cours et je sais que c'est un tel qui sont impactants. Ah ben tiens, ce partenaire, j'ai 10 opportunités dans le pipe, celui-là il revient 3-4 fois. Il faut qu'on aille lui parler. Donc là on va lui parler. Et quand on va venir lui parler, on va pas lui parler, ah on aimerait juste vous parler. Il n'en a rien à faire de vous aussi. Peut-être qu'il travaille déjà avec des concurrents. Donc tu vas arriver, tu vas lui dire, écoutez, bonjour monsieur le partenaire, nous c'est un tel, voilà ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a certains de nos clients qui nous parlent de vous. On a même des déploiements en commun, c'est-à-dire sans que vous le sachiez, vous avez des consultants qui administrent notre solution. Nous, ce qu'on aimerait, c'est prendre le temps d'en parler ensemble parce qu'on a différents comptes où potentiellement on peut pouvoir renforcer notre collaboration. Donc déjà, valoriser l'existant. Potentiellement aller créer un first win, une collaboration active sur des clients qu'on a en commun. Et potentiellement, une fois qu'on aura fait ça, pouvoir se dire potentiellement qu'on puisse construire une proposition de valeur qu'on va définir ensemble. Le rendez-vous qu'il va falloir mener avec eux, c'est déjà parler avec les responsables commerciaux de ces comptes-là et ensuite pouvoir rapidement demander à parler à la direction business unit, donc la business unit qui gère vos types de solutions, donc des gens qui sont, on va dire, décideurs. Il va aussi falloir embarquer potentiellement la direction des partenariats, parce que ce partenaire a peut-être, pas toujours, un responsable partenaire, ou si c'est un petit partenaire, il faudra que tu ailles parler au managing director. Donc rapidement, dire voilà, nous, maintenant qu'on a eu un premier échange, visiblement, ça vaut le coup d'approfondir. Eh bien, prenons le temps, par exemple, de faire une démo de l'outil, que vous voyez un petit peu comment ça marche, et surtout, qu'on vous explique comment ça se passe de bosser avec nous. Donc, quelque part, il faut que toi, tu mettes entre les mains de ton équipe pays ce que j'appelle un partner playbook. Donc, c'est un document synthétique que tu vas pouvoir présenter à un partenaire prospectif, partenaire potentiel, pas encore signé, où tu vas lui dire voilà ce que c'est de bosser avec nous. Donc voilà ce qu'on fait, voilà comment on le fait, couverture fonctionnelle, territoire, type de client, etc. Et ensuite voir les différents types de collaboration. Voilà, collaborer avec nous, c'est ça. Il faut nous avertir sur ça. Potentiellement nous avertir lorsque vous identifiez un besoin le plus tôt possible pour qu'on puisse faire des rendez-vous ensemble. C'est vraiment l'idée d'esprit d'équipe. Ne restez pas... Nous, on est là pour vous aider. Donc, vous identifiez un besoin, faites un deal reg et surtout sollicitez-nous. Et ensuite, on va faire les démos ensemble. Racontez une histoire et montrer qu'en fait, c'est pas seulement signer un accord de partenariat, c'est qu'il faut choisir quel compte on va attaquer ensemble. C'est ça l'idée. C'est pas signer un partenariat, c'est signer un first win. C'est définir une liste de comptes. De comptes et d'opportunités, voire même qui sont déjà en cours. Hein. Des fois, ça se peut que ton partenaire il a déjà des opportunités en cours et il peut te positionner dessus rapidement. C'est ça en fait, mais on en revient toujours au même, mais c'est positionner le business avant tout, c'est mettre vraiment quelque chose de très concret sur la table pour garder les discussions et maintenir... Rester terre à terre. Ouais, rester terre à terre. Il faut avoir la double dimension, c'est-à-dire terre à terre, déjà trouver une opportunité ou voir le sensibiliser sur une collaboration rapide, low hanging fruit. Ça, je te rejoins à 200%. Mais il faut aussi potentiellement, lorsque tu parles à la direction, de les challenger. Vous, comment voyez votre business à moyen terme? Donc aujourd'hui, peut-être ils sont spécialisés sur ça, ils couvrent tel type de solution, mais en fait, ils souhaitent étendre leur savoir-faire là-dessus. Et donc justement, en travaillant avec toi, ils vont pouvoir étendre leur image, voire même pouvoir construire, développer leur réputation.
et ils vont pouvoir potentiellement devenir un centre agréé pour vendre du service autour de tes solutions. Donc il faut vraiment vendre la collaboration et le fait qu'ils puissent créer une practice autour de toi. Et le but, créer une practice, ça demande des interactions. Donc beaucoup d'enablement, on le disait. Donc choisissez des partenaires qui sont alignés avec votre ICP, qui ont les mêmes valeurs que vous au niveau business, qui ont aussi une capacité à bien communiquer. Donc c'est pas se dire on te met sur une opportunité, après on n'en parle plus. Ça peut arriver, mais du coup il faut vite rectifier la situation. Il y aura des fails, il y aura des incompréhensions, il y aura des conflits. Les conflits entre avec les partenaires sont récurrents. Il y en a déjà en interne sans travailler avec les partenaires. Alors t'imagines bien, en travaillant avec les partenaires, tu démultiplies le risque de conflits. Donc les conflits, il faut en parler dès le début. Hein. C'est comme dans les relations. Tu vas dire potentiellement, il va y avoir des incompréhensions. À un moment donné, vous allez attendre ça de nous. On va peut-être pas répondre dans les SLA que vous souhaiteriez, etc. Donc il faut parler des risques de fail dès le démarrage. Et si ça pose pas de problème de parler des risques de fail, déjà, c'est une bonne chose. Ça veut dire que le partenaire, quelque part, il est conscient que ce ne sera pas parfait. Mais l'important, c'est d'avoir un plan et surtout d'avoir des first wins et de les faire savoir. Donc communiquer, faire du marketing. Dès qu'on a signé des wins, on fait un webinar, on en parle, on fait un one-pager, on communique. Quand tu es dans l'international, il faut être très bon à faire savoir. Et faire savoir, c'est raconter les histoires. Et les vraies histoires. Pas toi qui as signé un grand compte. C'est toi, tu as signé le grand compte grâce à la collaboration avec X, Y, Z. Et tu fais un communiqué de presse. Et tu fais un event pour en parler. Ok. Bah, écoute, c'est super clair. Peut-être pour terminer, quelle est ta plus grande leçon que tu as apprise, toi, sur justement un go-to-market sur un autre pays? Quel serait ton meilleur conseil aujourd'hui aux gens qui vont nous écouter ou nous regarder? Une meilleure leçon sur la recherche de nouveaux pays. Alors moi, je dirais déjà, il faut que le leadership que tu mets dessus, faut pas se tromper. Il faut que le leadership soit vraiment prêt à investir du temps sur le projet. C'est-à-dire pas se dire on va aller attaquer par exemple tel territoire, mais on se met pas d'objectif dessus. Donc ça, c'est clairement quelque chose, il faut se donner un objectif chiffré. Sans objectif chiffré, il n'y a rien qui va suivre derrière. Donc on va se dire, tiens, on va signer tant, ça va correspondre par exemple, je sais pas, à 2 affaires et 2 petites affaires. Donc moi, mon conseil, c'est ça, c'est de pouvoir définir le succès et définir les risques importants avec la direction. Il faut que la direction puisse porter le projet pleinement pour ensuite pouvoir embarquer le reste de l'équipe avec. Donc pour moi, il ne faut pas que ce soit tactique, on n'en est plus à ça. Si on se donne les moyens de réussir, on y va tous, on embarque l'équipe et surtout, on met le paquet dessus, quoi. Donc on va chercher ce territoire et on est en mode hybride, donc c'est-à-dire l'hybridation des rôles. Donc c'est-à-dire on est tous partner manager. Toi, tu es pre-sales, tu ne feras pas que des démonstrations au client final. Tu viendras tous les mardis, tu seras disponible pour le reste de l'équipe pour aller faire des rendez-vous de terrain. Toi, je ne sais pas, tu es business developer, mais plutôt que d'être derrière ton téléphone pendant tout le temps, c'est un peu triste, n'est-ce pas? Et puis c'est des gens qui sont souvent brillants, ils connaissent toute ta techno et en plus ils savent traiter toutes les objections. Mais tu sais, tous les mardis, tu seras disponible pour aller bosser chez les partenaires ou chez le distributeur. Donc dire transformer tous ces champions, ces spécialistes en interne, en champions de l'externe. Et moi, tous les leaders que j'ai vus qui savaient empowerer toutes ces parties prenantes, peu importe leur niveau de rôle dans l'organisation, c'est les vrais champions. Pour moi, l'international, c'est l'occasion justement de changer de paradigme et de pouvoir empowerer les gens en leur donnant une vraie trajectoire et surtout en leur expliquant qu'ils vont pouvoir construire quelque chose de magnifique pour leur CV. Pour moi, l'international, c'est quelque chose de très enrichissant d'un point de vue humain, d'un point de vue stratégique, et on est au-delà de tout ce que tu as pu apprendre à l'école de commerce. Là, tu es vraiment dans le concret. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment pouvoir avoir une vraie trajectoire et surtout engager l'ensemble de l'équipe sur ton projet et les sensibiliser vraiment à chaque pays et y aller à fond, tout simplement. Ok, super. Mais si je résume aussi un peu notre échange, là, et tout ce que tu as dit, c'est être, je pense, précis, en tout cas dans l'approche, sur les comptes que tu vas cibler, la taille, on va être très précis sur l'ICP, sur les partenaires aussi que tu vas avoir, et puis surtout être humble, parce que j'ai l'impression que ça... L'humilité est indispensable pour le succès à l'international. Il faut savoir s'oublier et écouter, l'écoute active.
quand vous arrivez sur un autre territoire, c'est pas vous qui dictez les règles. Par contre, vous devez écouter les autres et ensuite rebondir dessus. Écoute active, c'est ce qui gagne, absolument. Humilité, premièrement, c'est la plus grande valeur de l'ensemble des membres de l'équipe. Top. Bah écoute, je te remercie grandement. Est-ce qu'il y a un élément que tu aimerais ajouter avant qu'on conclue là sur cette partie go-to-market international? Avec plaisir, surtout n'hésitez pas à poursuivre votre apprentissage des langues. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a tellement d'applications pour se faire, depuis le téléphone ou depuis toutes ces applications web. Et surtout, continuez à vous former. L'international, c'est complexe, ça demande la compréhension de l'ensemble du go-to-market, des opérations d'une entreprise. Et donc, du coup, continuez à vous former avec toutes les formations sur LinkedIn. Et notamment, n'hésitez pas à suivre les certifications qu'on a lancées chez Viva GTM. Ces certifications, elles ont pour but de déjà renforcer les compétences des partner managers, également équiper les nouveaux partner managers sur les bonnes pratiques et éviter les pièges. Mais surtout, le principal objectif, c'est de pouvoir équiper les équipes go-to-market sur la façon d'orchestrer leur activité au quotidien et le faire avec les partenaires. Et donc, du coup, ça, c'est du concret. Donc, je pense que c'est bien de se challenger. Au-delà du fait d'être bon commercial, demain, il faut être un bon ambassadeur. Et donc, pour être un bon ambassadeur, il faut comprendre comment fonctionnent les partenaires. Et pour ça, il faut se former. Et donc, rester dans la formation continue, je pense que c'est mon conseil. Ok, top. Donc toi, si demain on veut te contacter, Thomas, c'est quoi le meilleur moyen, soit pour bosser avec toi sur des stratégies, soit suivre tes formations? Donc déjà, ils peuvent passer par toi, par Alliance Podcast, et bien sûr le site web www.viva-gtm.com. Sur le site web, il y a la différentes prestations de services et également toute la partie e-learning, et donc e-learning qui est vraiment à disposition de tous. Tout se fait online directement. Donc via le site web, c'est la meilleure approche pour prendre contact, et ensuite on peut prendre le temps de faire une réunion exploratoire ensemble. Ok. Avant de conclure, je pose toujours une dernière question maintenant à mes invités. Qu'est-ce que tu aimerais voir cette saison dans Alliance, ou qui tu aimerais voir à l'avenir? Alors, donc déjà, je voulais te féliciter pour la saison 1. Je pense que tu as ouvert des discussions super stratégiques. Tu as pris le temps, justement, on parlait de l'écoute. Tu as pris le temps d'écouter tous ces leaders, ces influenceurs dans le domaine des partenariats, donc que ce soit des dirigeants d'entreprise ou des influenceurs importants sur leur cœur de métier. Donc là, je trouve ça brillant d'ouvrir des discussions comme ça. C'est gentil, merci. Donc bravo, mais effectivement, là, il y a saison 2, donc un peu de pression. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Moi, mon conseil, ce serait de parler avec l'entité RevOps, donc Revenue Operations, parce qu'on parle du leadership, ok, super important. On parle des responsables partenariats et tu apportes énormément de vernis dessus. Mais en fait, la partie RevOps, on en parle peu. Moi, ma façon de voir les choses, c'est que si on veut passer en mode écosystème-led growth, il faut que l'entité RevOps fasse son boulot et puisse aider justement à mieux traquer le travail des partenaires pour que ce soit bien valorisé dans les statistiques de l'entreprise, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et donc, du coup, les RevOps sont des personnes à mettre dans la boucle des partenariats de façon à ce qu'elles puissent fournir les bons outils d'analyse dans le CRM, dans l'outil PRM, pour que les statistiques soient les bonnes. Et pour que quand on voit qu'on a signé un deal, on voit vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière. Et tout ça, c'est un travail de RevOps. Donc, les RevOps sont embarqués dans la dynamique de écosystème-led growth. Et je pense que ce serait vraiment pertinent que tu puisses donc en parler avec les bonnes personnes dans le cadre d'un futur podcast. Ouais, je l'ai en tête en tout cas, donc voilà, ce sera fait pour cette saison 2. Super. En tout cas, merci pour ta participation, très enrichissant. Moi, j'ai encore appris beaucoup de choses, et donc c'est aussi un début de mon podcast. Également, moi aussi. Et j'en profite, merci beaucoup. Ce qu'on a prévu avec Thomas, c'est aussi de vous sortir un playbook suite à ce podcast pour justement vous aider à réussir votre go-to-market en IMIA. Donc ce sera disponible au même moment de la sortie de l'épisode. Et puis de mon côté, il ne me reste plus qu'à te remercier. Vous remerciez vous pour votre écoute. Vous invitez comme toujours à vous abonner, à liker et puis à partager cet épisode. C'est ce qui aide dans la progression d'Alliance. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt.